Appli 42. AN. Alors, je ne sais plus si nous on l'avait fait. Et BN de n carré plus 1. Alors le but c'est de trouver un équivalent simple. Un équivalent simple. Alors trouver un équivalent simple, si je prends par exemple AN, ce que je voudrais, c'est mettre AN sous la forme AN fois quelque chose de simple. Et le alpha n, c'est un truc compliqué, mais dont je sais que ça va tendre vers 1. Donc je sais que ça va tendre vers 1. Et dans ce cas-là, si j'ai AN qui est égal à alpha n fois quelque chose de... Je pourrais dire que AN est équivalent à ce quelque chose de simple. Merci de faire de temps en temps une petite copie d'écran, s'il vous plaît. Ok. Alors, bon, ben là... Alors là, la stratégie, si vous voulez, ça va toujours être la même chose. Je vais factoriser par le terme prépondérant au numérateur et au dénominateur. Donc je dis quoi? Je dis que à n, alors le terme prépondérant ici, oups, prépondérant ici, ça va être qui? Ça va être lui. Parce que ça, c'est de la forme exponentielle. 2 puissance n exponentielle de n plus 1 avec log de 2 qui est positif. Donc, ah oui, ça me revient, on l'a déjà fait celui-là. Mais je vous l'avais présenté, je vous avais présenté un modèle de rédaction un peu différent. Pas tout à fait le même. Donc là, je vous présente une autre manière de rédiger. Bon, c'est quasiment pareil. C'est dans l'esprit faire apparaître le alpha n. Le terme prépondérant, c'est 2 puissance n. Dénominateur, le terme prépondérant, ça va être... Alors, dénominateur, le terme prépondérant, ça va être 4 puissance n. Donc, allez, on factorise. 2 puissance n plus 1 fois 1 plus n au cube sur 2 puissance n plus 1 sur 4 puissance n fois 1 plus n sur 4 puissance n. Alors cette expression, n au cube sur 2 puissance n plus 1 va tendre vers 0, puisque 2 puissance n plus 1 est prépondérant sur n au cube, puisque n au cube est négligeable devant 2 puissance n plus 1. Même constat pour n vis-à-vis de 4 puissance n qui est également négligeable, donc ça va tendre vers 0. Ok? Donc là, du coup, je vais pouvoir écrire. Je vais pouvoir dire que... alors là, je vais le faire de manière un peu laborieuse, mais c'est pour que ça soit bien compris par tout le monde. Je vais obtenir ça. Hein, celui qui est derrière, je l'ai passé devant. Et lui, je vais pouvoir lui coller l'étiquette alpha n. Et pour quelle raison? Parce que puisque ça tend vers 0, puisque ça tend vers 0, ben, le tout va tendre vers 1. Ok? Donc là, des courses, je vais pouvoir en déduire que AN équivalent à 2 puissance n plus 1 sur 4 puissance n. Alors, 2 puissance n sur 4 puissance n fois 2. Donc 2 sur 4, ça fait 1,5, ça fait 2 puissance n fois 2. Et AN équivalent à 1 sur 2 puissance n moins 1. On continue. Maintenant à BN. BN, c'est celui-là. C'est ça, hein? Attends.
Ouais. Alors, j'aimerais savoir s'il y en a qu'on trouvait pour Bn. Ceux qui ont eu call hier, peut-être qu'ils ont peut-être ils savent depuis. Alors, bon, déjà pour commencer, racine de n carré plus 1, bon, c'est équivalent. Alors, c'est équivalent. Racine de n carré plus 1, si vous regardez, c'est racine de n carré fois 1 plus 1 sur n carré. Bon, et donc, racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc ça fait n fois, parce que racine de n carré, c'est n, de ça. Et ça, si vous voulez, c'est lui qui va pouvoir jouer le rôle du alpha n. Parce qu'on voit bien que ça tend vers 1. Lui tend vers 0, plus 1, racine de 1, et 1, bon, bref. Donc on obtient que c'est équivalent à n. Donc on a racine de n carré plus 1, c'est équivalent à n. Donc là, il y a un raisonnement qui consistera à dire, ben, je me souviens, Thomas qui m'avait dit, ben, j'en déduis que c'est équivalent à n, point d'interrogation, qui vaut 0. Là, je réponds non, bug. C'est pas bon. C'est pas bon parce que machin équivalent à machin prime, qui est équivalent à bidule prime, pas l'implication, machin plus bidule équivalent à machin prime plus bidule prime. C'est pas vrai. Et c'est ce qu'on a fait ici, on a dit que lui, il est équivalent à n, il est équivalent à n, donc c'est équivalent à n moins n, donc c'est équivalent à 0. On n'a pas le droit de le dire ça. On n'a pas le droit. Alors il va quand même falloir trouver un équivalent de ce machin-là, sans passer par la décomposition en la recherche d'un équivalent de chacun des termes de la somme. Alors la stratégie, afin de réussir à atteindre l'objectif, c'est cette histoire d'expression conjuguée. Ce que vous faites, c'est la même chose. Bon, ouais, j'écris ici. Vous allez multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée. Donc là, ça va passer par un calcul intermédiaire qui est celui-là. Et vous allez voir que, en multipliant par l'expression conjuguée, on va faire apparaître une identité remarquable qui va nous permettre de lever cette racine qui nous pose problème. Nous empêche de pouvoir la coupler avec le n à droite. Bon, je vais obtenir racine de n carré plus 1 carré moins carré sur racine de n carré plus 1 n. Alors si j'élève au carré, et la racine, ils vont se compenser, ça va donc me donner n carré plus 1 moins n carré sur racine de n carré plus 1 n. Les n se barrent, ça me donne sur n carré plus 1. Alors là, j'ai toujours pas trouvé d'équivalent. J'ai toujours pas trouvé d'équivalent, mais j'ai transformé mon expression. J'ai transformé mon expression et maintenant je vous annonce que je suis capable de trouver un équivalent de cette nouvelle expression de manière beaucoup plus facile. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de trouver un équivalent de ça. Alors, certains ils disent, oh, mais j'ai encore une somme. Ouais, mais factorisé par le terme prépondérant. Factorise par le terme prépondérant le dénominateur. J'ai du mal entre eux. Quoi je veux dire l'un pour. Donc si je factorise par le terme prépondérant. Enfin, je factorise, non, c'est mal dit. Je. Comment dire? Là, à l'intérieur de la racine, je vais sortir le n carré. En fait. Je vais sortir le n carré. Ce que j'avais fait tout à l'heure, hein. C'est racine de carré fois 1
plus 1 sur n carré, n. Je me souviens que de a fois b, racine de a fois racine de b. Donc ici, c'est a, là, c'est b. Donc ça me donne racine de n carré, racine de 1 plus 1 sur n carré, n. Donc lui, il vaut n. Donc ça me donne 1 n fois racine de 1 plus 1 sur n carré plus n. Factorise par n. Ça donne 1 sur n carré plus 1. Bon bah oui, en fait, ouais, c'est 1 sur 2n. Hein. C'est 1 sur 2n. Alors pourquoi? Alors c'est. Attention, ça tend vers quoi ça? 2, hein. Pas vers 1. Donc vous voyez que Pn va être équivalent à 1 sur 2n. Ici, puis le n qui est devant. 1 sur 2n. Ok? Voilà, on a donc notre équivalence. Bon, le calcul de Cn, je le passe sous silence parce que je crois qu'en colle, je vous en ai filé un qui était équivalent, donc celui-là, je ne vais pas le traiter. Et ce que j'aimerais, 9h, très bien, c'est ce que je voulais. Alors, bon, quel est l'objectif de ce chapitre? Il est assez comparable à celui qu'on vient de faire sur les suites numériques. L'objectif, c'est de formaliser de manière rigoureuse la notion de limite, mais cette fois-ci pour une fonction. Vu ce que c'était la limite d'une suite UN lorsque n tend vers plus infini. Et bien là, on va voir de manière rigoureuse ce que signifie limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Mais aussi limite de f de x lorsque x tend vers 2. Qu'est-ce que ça signifie f n'admet pas de limite. Et en parallèle, on va également voir ce que signifie pour une fonction d'être continue. Quels les objectifs? Bon, alors avant de parler de limite, avant de parler de continuité, je vais voir avec une notion que je vais utiliser, c'est la notion de voisinage. La notion de voisinage d'un point, voisinage en l'infini. Alors, attendez 2 secondes, je regarde s'il y a des questions. Je sais pas. Ok. Bon. Alors, pour signifier, je lis, pour signifier que certaines propriétés s'observent autour, sans qu'il soit nécessaire de l'observer partout, on introduit la notion de voisinage. Alors, je vais donner un exemple pour donner du relief à ce que je voudrais juste. Alors, là, si par exemple je trace une courbe, ça, comme ça, voilà. Là, ici, on va dire que ça vaut 1. Si je vous pose la question, j'ai la courbe d'une fonction f. Si je pose la question, est-ce que la fonction... Pourquoi il se barre pas? Est-ce que la fonction, elle est positive? Est-ce que x appartenant à R, f de x est positif? Si je pose cette question, votre réponse, non, on voit bien qu'il y a des zones où f de x n'est pas positif. Par exemple, pour x égale 2, il vaut moins 1,4, je sais pas. Ok? Donc on voit que être positif n'est pas une propriété vérifiée partout. En revanche, il existe certaines zones où f de x est positif. Par exemple, la zone autour de 1, ici, f de x est positif. Et puis, il y a aussi, on voit que f de x est positif vers l'infini. D'ailleurs, à partir de lui,
lui, jusqu'à l'infini, parce que je suppose, j'extrapole la tendance comme elle se présente ici, ben je vois que f de x est positif. Alors pour chacun des cas, je vais dire que f de x est positif dans un voisinage de 1. Là, j'observe que f de x est positif autour de 1, dans un voisinage de 1. Et puis j'observe aussi que f de x est positif dans un voisinage de plus l'infini. Certains se disent, c'est bizarre qu'ils parlent de plus l'infini, alors que là, à partir de 3, c'est bizarre, 3 c'est pas l'infini, c'est plutôt petit 3. L'idée de voisinage de plus l'infini, c'est à un moment, ça restera tout le temps positif. C'est ça l'idée. Donc on voit que ce moment, c'est à partir de 3. Je pourrais dire aussi à partir de 4, hein, c'est tout le temps positif. Mais... Donc vous voyez, il y a certaines propriétés, en tout cas illustrées ici par la propriété être positif, qui ne se vérifient pas tout le temps, mais néanmoins qui peuvent se vérifier dans des petites zones localement. Et ces zones locales, on va leur attribuer l'appellation voisinage. Alors maintenant, comment mathématiquement décrire cette notion de voisinage? Alors je reviens sur ce que j'ai écrit. Alors donc là je relis. Pour signifier que certaines propriétés s'observent autour d'un point, sans qu'il soit nécessaire de l'observer partout, on introduit la notion de voisinage. Alors, on appelle voisinage ouvert de A tout intervalle ouvert, centré en A et non vide, donc de la forme. Alors, vous voyez, je vais vous donner un exemple de voisinage. Là, j'ai A. Et là, vous voyez, je vais mettre une longueur comme ça. C'est la même longueur ici, vous voyez. Donc, c'est... Alors là, je suis dégoûté, je ne peux pas mettre les couleurs. Donc, un voisinage autour de A, ça va être un intervalle comme ça. Donc, un intervalle de cette forme plus imposant, parce que la partie de gauche et la partie de droite, de part et d'autre de A, de même longueur, ça va être des intervalles qui vont sous la forme A moins quelque chose, A plus quelque chose. Alors, avant de dire le quelque chose, alors le quelque chose, en fait, c'est une nouvelle lettre grecque, peut-être l'avez-vous déjà utilisée en physique, c'est la lettre eta. C'est la lettre eta. Ça, vous connaissez, c'est epsilon. Bon, voilà, c'est les deux lettres qu'on va utiliser. Là, vous voyez, eta, ça va correspondre à l'épaisseur du demi-intervalle. Épaisseur du demi-intervalle. OK? Je regarde si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Bon, je continue. Alors, on va maintenant passer au voisinage fermé. Alors, voisinage fermé, tout intervalle fermé centré en A non réduit à un point, donc de la forme. Même chose. Mais cette fois-ci, là j'ai A. Donc là, pareil, je vais avoir ma petite distance état, là, comme ça. N, c'est un état. Là, c'est le N avec un truc de état pour demain. Là, cette fois-ci, l'intervalle, il va être fermé. Donc c'est toute cette zone-là. Alors c'est A moins état, A plus A. Alors par contre, ce qui est important, c'est de bien préciser que état, que ça soit une épaisseur, et une vraie épaisseur, il faut qu'état soit strictement positif. OK? Voilà, donc là,
j'ai défini la notion de voisinage. Et on voit que je suis autour de A ici. Là aussi, je suis autour de A. OK? Alors, je descends. C'est bon pour tout le monde? Ah, alors, déterminer par lecture graphique trois voisinages ouverts de 2, tels que pour tout élément x de ces voisinages, f de x supérieur ou égal à 1. Voilà. Allez, vous me trouvez 3 voisinages. Tel que pour tout x de ce voisinage, f de x est strictement positif. Alors, existe-t-il un voisinage de 1? Alors là, je vais faire un petit dessin. Là, si je commence à griffonner ici, ça ne va pas le faire. Ah. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, cette parabole, elle correspond à celle qu'on a étudiée à l'échauffement. Est-ce qu'il existe un voisinage de 1 pour lequel est positif? Alors, si je prends un voisinage au pif, là, ici, je zoome, en zoomant, ça va donner un truc comme ça. Attends. En zoomant, ça va donner un truc comme ça. Après, ils vont être comme ça. Donc là, si j'ai mon épaisseur état, que je suis prêt à modifier les choses vraies, est-ce que dans cet intervalle, j'ai f de x qui est tout le temps positif? Ouais, la réponse est non. Hein. Si je prends cette valeur-là, je vois que j'ai de x qui est négatif. J'ai encore cette valeur-là qui a posé problème. Certains vont me dire, ah ben, c'est pas compliqué, on prend uniquement la partie de droite. Mais le souci, c'est que moi, mon intervalle, il doit être centré en. Mon intervalle, il est sous cette forme-là. Eta 1 plus eta. Donc, je ne peux pas avoir juste la partie de droite. Ça ne sera pas autorisé, ça. Ça, c'est pas autorisé. 1 plus eta. C'est une partie de gauche et une partie de droite. Donc, la question, existe-t-il un voisinage fermé pour lequel f de x est positif? Un voisinage fermé autour de 1? C'est non. J'aurai toujours ma zone à gauche de 1. Également, ici, là, c'est proche, qui aura des valeurs strictement négatives. Donc, il n'existe pas de voisinage fermé autour de 1 qui permette à f de x tout le temps positif. Alors, je reviens. Donc, existe-t-il? La réponse est non. Alors, on dit que la propriété f de x supérieure ou égale à 1 est une propriété vraie. Alors, on l'a vu tout à l'heure au voisinage de 2. De 2. Alors, c'est une propriété fausse. Alors, attention, nous, là, après, on a vu x positif. Mais, par exemple, une propriété fausse au voisinage de 3. Au voisinage de 3. Je vois qu'au voisinage de 3, je me retrouve avec f de x qui ne sera pas supérieur à 1. Alors, moi, j'ai mis les mêmes, mais en ouvert. Demander des intervalles ouverts? Ah ouais, j'ai bugué, ouais, excusez-moi les gars. Messieurs, dames, pardon. Oui, vous avez raison, les intervalles, ils sont ouverts. Donc là, du coup, j'ouvre comme ça.
J'avais pas fait gaffe. Oh là là. Eh, Nicolas, tu vas récupérer le truc, là, tu vas rien. Ouais, mais comme tu es quelqu'un qui est persévérant, tu relèveras le défi de décrypter mes erreurs et mes corrections. Ok. Alors là, du coup, je mets tac, 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 ici aussi. Bon. Je regarde s'il y a d'autres questions. À la Q1, l'intervalle est ouvert. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Alors, passons maintenant à la notion de voisinage en l'infini. Alors, un voisinage à l'infini, on appelle voisinage en plus infini tout intervalle de la forme A plus infini. Tout intervalle de cette forme-là. Voisinage en moins l'infini, tout intervalle de la forme infini A. Pareil, avec A appartenant à R. Monsieur, Ouais. pourquoi forcément A il appartient au réel? Ah. Parce que si tu veux, oui, c'est le cadre. Nous on va s'intéresser. Le chapitre dans lequel on travaille, c'est le chapitre des. Enfin, on va faire des calculs de limites, de continuité, et les fonctions qu'on étudie, c'est des fonctions pour lesquelles l'ensemble de départ qui sont définis sur R et qui sont à valeur dans R. D'une part, pour pouvoir étudier ces problèmes de limites, etc., il faut qu'on se place sur des intervalles. Et les intervalles, c'est que des intervalles de R. Je te dis tout de suite, par exemple, I plus 1, si tu fais référence par exemple au complexe, ça n'a pas de sens, Esteban. Je ne sais pas si ça répond à ta question. À moins que ta question, c'est est-ce qu'il faut que ce soit R plus ou R moins. Non, non, ça pouvait être dans N, dans C, dans, je sais pas, dans Alors, D. non, 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 non. Bon, déjà, si c'est dans N, dans R, qui peut le plus, peut le moins. Après, ça peut également être dans D, mais il faut que ça soit dans le sac qui contient tous les réels. Après, ça peut être dans un sous-sac qui contient tous les entiers. Mais tant que c'est dans le sac, si ce sous-sac est dans le sac des réels, c'est bon. Maintenant, pas de complexe. Non, pas de complexe non réel. Ok, Ok? merci. De rien. Alors, euh, juste une chose, pourquoi, qu'est-ce qui motive l'introduction d'un tel intervalle? Alors, je reprends mon petit dessin de tout à l'heure, là, j'avais fait un truc comme ça. J'avais dit quand est-ce que f est positive. Bon, f est positive à partir de 3, vous voyez. On voit que f est positive pour cet intervalle-là, 3 plus infini. Donc là, je dirais, il existe ici A, c'est 3. Donc il existe un réel A qui permet à mon application, qui permet à la fonction d'être positive sur l'intervalle A plus infini. Alors A, il n'est pas nécessaire qu'il soit forcément positif. Là, si par exemple, je prends, là, j'ai pas été malin, par exemple, je prends ça, par exemple, là, j'ai moins 5. Je vois que sur moins 5, fonction f, qui a toutes ces images qui sont positives, bon, ben voilà, mon A, je ne suis pas obligé d'identifier comme positif, hein, il peut très bien être pris négativement. Alors, je reviens là-dessus. Et pour voir si vous avez compris, j'aimerais que vous me trouviez une fonction f définie sur R. Alors, f n'est pas monotone, mais admet une restriction au voisinage de plus infini qu'il l'est. Alors, je rappelle, monotone, ça veut dire ou tout le temps croissant, ou tout le temps décroissant. Donc, je voudrais que vous me trouviez une fonction f. Alors, ceux qui ont une proposition à me faire, vous m'écrivez en cachet, puis je ne valide pas.
Et puis après le cas 2, que je vous laisse lire. Non, non, Corentin. Non, parce que là, ton A, au pif, là, est-ce que ça a une restriction qui va être monotone? Bah, sûrement pas. Les montagnes russes. Pareil, si je prends un A, si je prends toute cette zone-là, infini, ça sera pas monotone. Et quel que soit l'endroit où je place A, que je le place ici, que je le place là, que je le place là, que je le place là, qu'il soit mis, je ne serai pas à même de pouvoir déterminer une restriction de f monotone. Voilà, donc cosinus x, quelqu'un m'a proposé sinus x. Pour le cas 1, quelqu'un m'a proposé valeur absolue, qui marche très bien. Bon, voilà. Donc, bon, l'idée, c'est de comprendre ce que c'est une propriété vraie dans un voisinage et pas forcément vraie tout le temps. Alors, je descends. Et on va maintenant s'intéresser à la limite en plus ou moins l'infini. On va essayer de dire ce que c'est admettre une limite. Alors, je regarde. Il y a un problème. Nathan. Oh ouais, bien joué Nathan. Ouais. Non, c'est pas bon. Non, non, je dis une bêtise. Ben non, constante. Alors, si tu veux, pour le cas 2, une constante, c'est bon ou pas? Ben si alors si c'est juste monotone, c'est pas bon, parce que monotone, ça une constante, c'est une fonction qui est croissante. Si tu as x qui est plus petit qu'y, f de x, il sera inférieur ou égal, il restera plus petit ou égal que f de y. En l'état, ça sera égal et les deux voudront. Maintenant, si on impose, si c'est strictement croissant, le cas de la constante n'est pas effectivement un contre-exemple qui marche très bien. Esteban, bah, moins 1 puissance x, juste on remplace le n par x et voilà. Ok, alors pour demain, tu me diras combien ça vaut. Moins 1, alors n'oublie pas les parenthèses, hein, moins 1 puissance racine de 2. Voilà, c'est tes devoirs pour demain. Et si tu trouves pas, tu feras 10 pompes, tu te filmes, et puis tu nous posteras la vidéo voilà, sur ce fil de questions. Hein, donc demain, vous avez compris tout le monde, on aura une vidéo d'Esteban qui fera 10 pompes. Pas à l'envers, hein, les pompes, à l'endroit. Hein, c'est les mains qui touchent le sol, hein, pas le dos. Bon. Alors, on passe maintenant à la notion de limite. Attendez. Allez, hop. Donc super sniff, t'as raison. Bon ben voilà. On a sous les yeux une fonction. On voit que cette fonction, elle a pour limite 2. On le sait qu'elle a pour limite 2, c'est-à-dire que ça s'approche de plus en plus. Ça s'approche de plus en plus de 2. Alors ce qu'on aimerait, c'est pouvoir formaliser cette idée de ça s'approche de plus en plus de 2 et ça tend vers 2. Alors là, on va reprendre un petit peu l'idée du tunnel. Alors attendez, vous me laissez 2 secondes. Faites une. Alors, donc là, j'ai la version entre dynamique de mon dessin. Donc là, j'ai ma fonction f qui va tendre vers 2. Attendez, avant de dans l'explication. Alors, donc je vois que, vous voyez, il y a cette idée d'étau qui se resserre. Donc là, si je me donne une épaisseur au pif,
par exemple, si je me donne une épaisseur 1, là j'ai 2 plus epsilon, donc je vais avoir 3, 2 moins epsilon, je vais avoir... Je vois que il existe un voisinage de 2 plus infini, il existe un réel à partir duquel j'ai tous mes éléments, j'ai toutes mes images qui vont se retrouver, toutes mes images qui vont se retrouver entre 2 moins epsilon et epsilon. Hein, si je prends cette valeur-là ici, là, si je prends cette valeur-là, attendez, petite copie d'écran, système, hop, pas écrire. Alors, bon, alors, et que, j'espère que je peux, putain, tu vois, je peux pas écrire sur le PDF, je suis dégoûté. Ah mince. Ok, bon, alors j'ai fait un truc qui sert à rien. Bon, alors, en gros, si je prends si je prends 10 ici, si je prends A égale 10, je vois que à partir de 10 et jusqu'à l'infini, à partir de 10 et jusqu'à l'infini, je vois que toutes mes images, elles vont être à l'intérieur du tunnel. Hein, pour A égale 10, à partir de 10 jusqu'à plus infini. J'ai pris epsilon égale 1. Si je prends un epsilon plus petit, 0,5 par exemple, hop, alors tout à l'heure 10 ça marchait, mais là ça foire. Donc il existe une autre valeur A. Alors là, si je prends par exemple 20, à partir de 20 et jusqu'à l'infini, je vois qu'à partir de 20, tous mes f de x se retrouvent tous à l'intérieur du tunnel. Ok. Et cette propriété que je suis en train de vous faire observer, elle est vraie, quel que soit le epsilon que je prends. Je prends à epsilon égale 0,2, eh bien, je serai capable de trouver une valeur quanta à partir de laquelle, voilà, à partir, par exemple là, je prends 50 tranquille. À partir de 50, je vois qu'ils sont tous à l'intérieur. Donc, à partir de 50, j'ai tous mes f de x qui vont se retrouver à l'intérieur du tunnel. Ok. Alors ça, eh ben, cette observation, si vous voulez que je fais avec vous, c'est elle qui va servir de base à la définition de limite de f de x lorsque x tend vers plus infini est égal à 2. C'est-à-dire que quelle que soit l'épaisseur du tunnel que je prends, je serai toujours capable de trouver un nombre à partir duquel tous les f de x se retrouveront dans le tunnel. Alors ça, ici, donc observons alors que, quelle que soit l'épaisseur epsilon donnée au tunnel, il existe un réel tel que tout réel qui le dépasse a son nuage 1 par f qui est à une distance à 2 inférieure à epsilon. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une valeur de epsilon, on va prendre epsilon égale 0. Oups, tac, on prend epsilon, j'ai dit 0,1, non, 0,5. Donc là, j'ai 2 plus epsilon, là j'ai 2 moins epsilon, et vous le faites soigneusement, mais moi, peu. Là, je suis en train de refaire mon petit tunnel, là. Oups. Bon. Donc là, par exemple, pour epsilon égale à 0,5, il existe un réel. Alors le réel que je peux prendre, c'est... Donc, il existe un réel qui est 20, tel que pour tout réel, alors donc que quel que soit x supérieur ou égal à 20, je vais me retrouver avec f de x dans le tunnel. Hein, je prends un x au pif là-dedans, hop, ici au pif, là, je vois que son f de x,
Et là, il est bien à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il me fait, toi? Son f de x. Pourquoi qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh, ça m'énerve! F de x est bien à l'intérieur. À l'intérieur. Quelle que soit l'épaisseur epsilon de L, donc là, quel que soit x supérieur ou égal à 20, j'ai f de x qui va être dans le tunnel. Alors dire que f de x est dans le tunnel, bah, ça veut dire que j'ai de x va être pris qui est qui va être entre 2 moins epsilon et 2 plus epsilon. Il est entre 2 moins epsilon et 2 plus epsilon, c'est ça dans le tunnel. Hein. Alors, une autre manière de dire les choses, c'est si je passe, si je fais moins 2 partout, ça va me donner epsilon. Là, en passant de là à là, si je fais moins 2, j'ai 2 moins epsilon moins 2, ça fait donc moins epsilon, f de x moins 2, et 2 plus epsilon moins epsilon, ça fait epsilon. C'est-à-dire que f de x moins 2, il est entre moins epsilon et epsilon. Ben, hein, si vous regardez bien, f de x, sa distance à 2, elle va être plus petite qu'epsilon. Donc, algébriquement, ça revient à dire que f de x moins 2, en valeur absolue, va être inférieur à epsilon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, ce que j'observe avec vous ici, je l'observe pour... Alors, Esteban, alors attendez, je comprends pas. Kylian, c'est le graphe juste dessous, monsieur. C'est celui-là. Limite en plus ou moins l'infini, formalisme mathématique. Alors Esteban, la démarche, quelle est-elle? Je pars d'un exemple, je suppose qu'on remplit le cahier des charges, ça tend vers plus l'infini, et mon but, c'est de construire avec vous la définition. Et c'est cette définition qui servira de base pour expliquer si ou pas ça tend vers plus, ça tend ou pas vers 2. Donc on s'appuie sur un exemple pour en dégager une définition, et c'est cette définition qui servira de base. Hein, je peux vous balancer la définition directe, mais moi mon but, c'est, avant de vous la balancer directement, c'est donner du sens aux choses pour pouvoir lui donner in fine une légitimité quand je vous la présente. Alors, donc, vous voyez que cette observation qui est faite, je l'ai faite pour epsilon égale 0,5. Si je prends un epsilon plus petit, ça va encore marcher. Par contre, ça ne sera pas 20 qu'il faudra que je prenne. Valeur plus petite possible à partir de quand f de x est dans le tunnel. Je vais être obligé de prendre une valeur minimale qui sera plus grande. En gros, ce que vous sentez bien, c'est que plus les taux se resserrent, plus la valeur, le réel qui va servir de minimum va devoir être pris suffisamment grand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il existera. Alors, donc, cette phrase-là, elle trouve une traduction mathématique de la manière suivante. Donc, quelle que soit l'épaisseur epsilon de notre tunnel, donc ça se traduit mathématiquement par quelle que soit epsilon, et comme j'ai affaire à une épaisseur, ça va être une épaisseur positive. Et comme c'est pas une épaisseur absurde qui vaut 0, je vais la prendre strictement positive. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, quelle que soit l'épaisseur de notre tunnel, je suis capable de trouver, baptisé M. Donc, il existe un réel M, tel que tout réel qu'il dépasse, donc tel que, quel que soit le x que je prends après M, quel que soit x supérieur ou égal à M, j'aurai
f de x qui sera entre 2 moins epsilon et 2 plus epsilon. Donc f de x appartiendra à 2 moins epsilon, 2 plus epsilon. Hein, c'est ça finalement, hein, le tunnel c'est 2 moins epsilon, 2 plus epsilon. F de x sera dans un certain voisinage de 2.